Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai un invité spécial. Donc cet invité, c'est une personne qui est experte dans son domaine, experte dans le domaine du branding. Cette personne, je pense que tu dois la connaître. Cette personne, elle s'appelle David Bress. Salut à tous, Bonjour salut David, Olivier. Salut comment Olivier, tu vas vas-tu? bien? Yes, excellent. Excellent. Bah, ça me fait plaisir de te revoir depuis la dernière fois qu'on s'était vu à Barcelone, dans cette magnifique ville où tu vis toujours d'ailleurs. Absolument. Mais tu vois, je suis en plein déménagement. Il y a des cartons là. Je change Yes. d'appartement, je vais vers plus grand et plus ensoleillé encore, parce que je n'avais pas encore assez de soleil, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un peu en bazar derrière moi. Je suis désolé pour, pour l'image du coup, mais c'est temporaire. Yes. Donc aujourd'hui, David, moi je suis allé faire un tour sur ton site internet et il y a quelque chose qui m'a vraiment, comment dire, qui a attiré mon attention et qui m'a fait me poser plein de questions. Et que j'aimerais aborder aujourd'hui avec toi, c'est tout ce qui concerne le branding. Et puis surtout, le titre de ton site, c'est l'art de rendre des clients amoureux au premier regard. Alors je me suis dit, waouh, c'est un truc de dingue qui va intéresser toutes les personnes qui me suivent, toutes les personnes qui regardent mes vidéos. Et j'aimerais vraiment aborder ce sujet avec toi et le creuser en profondeur si c'est quelque chose qui te Et, va. et est-ce que tu voudrais que je donne quelques petits tips pour réussir ça ou pas? Ah, bah, avec grand C'est un peu plaisir. l'idée, hein, c'est ça? Avec, Ok. avec grand plaisir. Et Ok. puis, est-ce que tu peux te présenter, David? J'ai oublié de te le demander pour les personnes qui ne te connaissent pas encore. Bien sûr. Alors, bah, moi, je suis un publicitaire. Alors, pendant quelques temps, je disais ancien publicitaire, parce qu'aujourd'hui, je ne fais plus de campagne de pub à proprement parler. Mais non, au final, c'est vraiment ma fibre, c'est vraiment ce que je suis. Donc voilà, même si je ne pratique plus la publicité, c'est mon métier, c'est ma passion aussi, c'est mon amour de jeunesse, mais qui dure. Et je me suis rendu compte dans ce métier que pendant des années, je travaillais, tu sais, sur la dimension rationnelle de nos clients et des gens qui nous regardent et qui voient nos films de pub, qui voient nos pages de pub et autres. Parce qu'on nous disait, il faut des arguments, il faut leur présenter des avantages, il faut leur expliquer, il faut leur démontrer, et ainsi de suite. Et puis finalement, on a pris conscience, et on en parle beaucoup aujourd'hui, que les décisions ne se prennent pas dans la dimension rationnelle, mais dans la dimension émotionnelle. Et donc, je me suis dit, OK, moi qui m'intéresse et qui me passionne, mais pour la psychologie, pour le neuromarketing, pour les psychologies sociales, enfin bref, tout ce qui a trait au comportement de l'humain, comment je fais cette transition pour passer du publicitaire finalement assez cérébral, parce que je faisais de la stratégie et de la création dans la publicité, j'écrivais des spots et autres, dont des spots pour Renault, pour Icade, que tu as forcément vu. Et du coup, je me suis dit comment je fais pour faire cette transition et être encore plus efficace, sachant que mon métier, c'était en moins de 30 secondes et en quelques mots seulement, d'infléchir le comportement des gens, de leur faire choisir un produit plutôt qu'un autre. Et je me suis dit aussi comment je fais pour que ce soit plutôt positif, c'est-à-dire pour que je leur fasse choisir des choses qui sont bonnes pour eux. Parce que je me suis rendu compte, tu vois, au tournant de la quarantaine, comme mes cheveux gris en attestent, je me suis dit, OK, quel sens ça a de faire bouffer plus de Nutella ou de boire plus de Coca? Et donc, j'ai eu une espèce de crise, si tu veux, de valeur personnelle. Et je me suis dit, cette puissance de feu que j'ai entre les mains, parce que j'ai quand même fait des campagnes qui ont eu des impacts énormes sur la vie d'Eurostar, sur la vie de SFR, sur la vie de BNP Paribas, bref, sur des très, très grosses boîtes. Je me suis dit, comment je fais pour le mettre au service de gens qui font du bien à leurs clients, eux? Parce que c'est ça qui m'intéresse en vrai. Et parce que moi, je viens, si tu veux, d'un milieu très modeste. J'ai rêvé de réussir dans la publicité, alors que moi, j'aurais dû suivre la trace de mes grands-pères qui étaient mineurs de fond. Tu vois, alors j'aurais pas été mineur, hein, ça n'existe plus, mais tu vois un peu le style. Et du coup, j'ai été rattrapé quand même par des valeurs essentielles, des valeurs humaines, des valeurs de contribution, enfin toutes ces choses dont on parle aujourd'hui et qui m'ont frappé à ce moment-là. Et donc c'est pour ça que j'ai complètement quitté la publicité, bah, pour m'occuper de gens comme toi, pour m'occuper d'autres personnes que tu as peut-être vues aussi sur mon site web, en me disant, il y a des gens fantastiques qui aident vraiment leurs clients. Et moi, j'ai envie d'être millionnaire, mais pas millionnaire en argent, être millionnaire en personnes qui vont être impactées par les gens que moi, que je vais aider, en fait, à mieux se faire comprendre, à mieux montrer leur valeur et à mieux montrer la valeur de ce qu'elles ont entre les mains qui peut aider leurs clients. Donc, c'est ça que je fais aujourd'hui, c'est que j'applique toutes ces techniques de publicitaire, mais aussi du neuromarketing et autres, à la transformation de nos clients, c'est-à-dire comment on fait pour les aider à comprendre ce qui est bon pour eux et comment on fait tout ce qu'il faut pour qu'ils fassent ce qui est bon pour eux. Et je vais terminer ma présentation qui est un tout petit peu longue là du coup par parler, tu sais, des enfants, parce que les gens me disent oui, c'est de la manipulation. Puis j'étais longtemps gêné par ça, par cette remarque. Puis je me suis dit un jour, attends, non. Moi maintenant j'ai des enfants. Certains d'entre nous qui sont là à nous regarder peut-être ou à nous écouter ont des enfants. Et la question que je me suis posée, c'est comment je deviens le meilleur manipulateur du monde pour qu'ils mangent des légumes plutôt que des haribots tous les jours. Et quand on est père ou quand on est mère, je pense que ça nous parle. On se dit, OK, il faut effectivement parfois
manipuler les gens pour qu'ils fassent ce qui est bon pour eux, pour qu'ils arrêtent de boire de l'alcool avant de prendre leur voiture, pour qu'ils mangent des légumes plutôt que des haribots. Donc finalement, si vous avez envie de faire du bien à vos clients, je suis votre homme. Voilà. Yes. Est-ce que c'est complet pour toi, ça va? Ouais, c'est une belle présentation en tout cas, qui nous fait bien comprendre ce que tu fais et la valeur que tu apportes à tes clients. Moi, la question que j'aimerais aborder avec toi, c'était la suivante. Comment faire comment faire en sorte que tes clients tombent amoureux de toi en fait. Quelle est Bah, la première étape en fait pour toi alors, je vais pour répondre à arriver à ce cette question. résultat? Je vais répondre à cette question, mais avant ça, je voudrais justement revenir juste sur les premiers débuts de notre échange. Tu as dit quoi? Tu as dit, je suis allé sur ton site, j'ai vu cette phrase, ça m'a fait waouh, et j'ai envie de t'interroger là-dessus. Finalement, tu as vécu exactement ce qu'on doit tous être capable d'apprendre à faire, ce qu'on doit faire, c'est-à-dire faire un effet waouh qui fait qu'on veut en savoir plus. Faire tomber les clients amoureux, c'est d'abord déclencher le coup de foudre. Alors, pour moi, ça se passe en plusieurs temps. Il faut attirer l'attention d'abord, évidemment, se faire remarquer dans l'océan de l'offre, ne plus être une goutte parmi toutes les autres gouttes de l'océan, mais se faire remarquer. Et ensuite, accrocher très fort avec quelque chose qui donne envie d'aller plus loin. Et donc, c'est exactement ce que, a priori, j'ai réussi à faire avec cette phrase pour toi. Et alors, c'est d'autant plus puissant quand ça repose sur quelque chose de profondément vrai, de profondément juste, hein, évidemment. On n'est pas là pour plaire, on n'est pas là pour séduire, mais pour montrer à quel point on est séduisant. C'est une petite différence sémantique, mais très importante. Et donc, comment on fait pour faire tomber amoureux les gens? C'est exactement comme dans la vraie vie. Tout ça, ça n'est que de la chimie. Alors, je suis désolé pour les romantiques qui nous écoutent, mais ça risque de leur faire un peu de peine, mais ça n'est que de la chimie. C'est-à-dire qu'il y a des hormones de plaisir, il y a des hormones de stress. Quand on arrive à créer, par exemple, dans notre présence, des hormones qui sont apaisantes et qui apportent du plaisir, c'est-à-dire par exemple ocytocine, dopamine, pour ne citer que celle-là, eh bien les gens ont envie de nous revoir parce que tout simplement, on devient leur drogue. C'est exactement, tu sais, comme un animal de compagnie. On dit que les chiens, les chats apaisent les gens et leur apportent en fait du réconfort, de la détente et autres. Parce que ça provoque en fait cette sécrétion d'hormones de l'attachement. Donc ça veut dire que si vous voulez que quelqu'un tombe amoureux de vous, donc là vous pouvez prendre vos stylos pour ceux qui sont plutôt dans cette phase-là, avant de parler de business, il faut simplement qu'à chaque fois que vous êtes en présence de la personne en question, elle se sente mieux que quand vous n'êtes pas là et qu'elle ressente du plaisir qu'elle n'a pas quand vous n'êtes pas là. Comme ça, son cerveau va la pousser à reproduire le fait de passer du temps avec vous. D'ailleurs, tu remarques qu'une des façons qu'on a de se rencontrer et puis de tomber amoureux, c'est d'aller danser ensemble, c'est d'aller faire des manèges ensemble, c'est d'aller au restaurant ensemble, d'aller au cinéma. C'est-à-dire en gros de rechercher des sensations et des émotions fortes qu'on va vivre en commun. C'est le ciment de la relation. Donc, ça veut dire que dans votre travail, dans votre business, vous pouvez faire exactement la même chose et que quand vous communiquez, c'est-à-dire en gros juste quand vous êtes présent à l'esprit des gens, eh bien, vous devez provoquer en fait ce genre de petites ébullitions d'hormones agréables, c'est-à-dire ocytocine, dopamine, avec des choses qui les frappent, qui les émeuvent et qui vont se graver ainsi dans leur mémoire. Donc, faire tomber amoureux les gens, c'est d'abord rechercher en fait à rentrer en contact avec ce qui les passionne, avec ce qui les touche et avec ce qui les rend plus heureux, tout simplement. Après, on va être plus technique, hein, rassure-toi. Là, c'était le principe de base. Ok. Donc, première étape, c'est ça. Donc, c'est entrer en contact avec ces personnes et puis faire en sorte qu'ils se sentent bien avec vous. Une fois qu'on a franchi cette étape, deuxième étape, qu'est-ce qui se passe? Une fois que les personnes ont pris l'habitude d'être avec vous, une fois qu'ils sont bien avec vous, qu'ils commencent à avoir une sorte d'attachement, qu'est-ce que tu conseilles de faire? Alors, je vais d'abord expliquer comment on le fait, ça, si tu veux bien, de façon plus pragmatique encore. Ouais. On entend beaucoup de marketeurs, tu sais, qui disent le design, on s'en fout, c'est pas grave. C'est comme si on disait le look, les vêtements, notre coiffure, c'est pas grave. On s'en fout, c'est pas grave. Le problème, c'est que dans la séduction, c'est pas du tout accessoire, c'est essentiel. Parce que tu sais, on le dit tout le temps, on n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Mon boulot, c'est déjà d'aider mes clients à faire une bonne première impression. C'est-à-dire que si j'arrive sur un site web, par exemple, ou si je trouve ta page fan, ou si je vais sur ta page de témoignage, eh bien, il faut que je me sente comme chez moi. C'est-à-dire que le design n'est pas fait pour être joli, il est fait pour communiquer sur l'endroit où je me trouve et voir si ça me correspond ou pas. Tu sais, moi, j'ai travaillé pour pas mal de marques de luxe. D'ailleurs, à côté d'Arc Vador, là où il y a des bouquins pour Chanel que j'ai fait pour eux. Le métier d'une marque de luxe, ça n'est rien d'autre que de te créer un univers dans lequel tu as envie d'être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'arrive sur ton site et que j'ai l'impression que ça a été bricolé dans une cave, je vais commencer à avoir des alertes qui vont s'allumer dans mon cerveau. Des alertes inconscientes qui vont me dire, tu ne peux pas avoir confiance. Attention, c'est peut-être
une arnaque, c'est peut-être du fake. Donc, il ne faut pas signer ici, il ne faut pas acheter ici. Donc, l'esthétique, le design d'une marque, ça fait partie de, de tous ces signes que tu vas donner à ton visiteur, que tu es quelqu'un digne de confiance et que tu as de la crédibilité dans ce que tu fais. Donc, dire que ça n'est pas important, c'est se couper une jambe, en fait. C'est-à-dire qu'on peut faire du marketing pour faire entrer un maximum de monde dans notre boutique, mais si quand les personnes rentrent, elles se disent « Ouh là là, où est-ce que je suis tombé ? Je ne vais pas être bien servi et surtout, je vais avoir des produits de mauvaise qualité », alors elles vont repartir. C'est-à-dire que tous tes efforts de marketing sont ruinés. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui, un business fonctionne uniquement sur le marketing, ça veut dire que son potentiel de croissance est encore énorme. Parce que ça veut dire qu'il ne touche qu'à peine une partie des 3% des gens qui sont prêts à acheter tout de suite. 3% de leur potentiel, c'est-à-dire qu'il vous reste 97% de votre potentiel de business qui est inexploité. C'est juste gigantesque. Alors là-dedans, il y en a 60%, on va dire, qui sont trop loin, qui ne sont pas encore dans leur niveau de conscience suffisant pour venir chez vous. Mais vous en avez toute une partie, c'est-à-dire quand même 40%, qui, eux, sont intéressés, qui pourraient devenir vos clients, et qui repartent parce que quand ils vous découvrent, quand ils découvrent ce que vous faites, eh bien, si c'est mal filmé, si le design est amateur, si les mots sont mal choisis, ont l'air contradictoires ou ne sont pas clairs, ne sont pas puissants, automatiquement, ils vont repartir. Donc, ça veut dire que voilà, il faut travailler sur cette première impression. Ça, c'est très, très important. Et ensuite, ça veut dire qu'il y a aussi une dimension de contenu. Parce qu'une marque, ça n'est pas que du design, surtout pas. Nike, ça n'est pas la marque, ça n'est pas le logo de Nike. C'est l'univers de la marque. Et l'univers de la marque, on le déploie par son discours. Et le discours, c'est quoi? C'est comment elle s'exprime, qu'est-ce qu'elle dit, comment elle le dit, quelles sont les positions qu'elle prend. Donc, une marque, c'est d'abord une conversation. Et donc, quand tu parlais, tu vois, de la phase 2 après la bonne première impression, eh bien, c'est ça la réponse, c'est la conversation. C'est-à-dire que j'ai eu une première impression, mais quand je commence à lire, quand je commence à regarder tes contenus, quelle conversation tu commences à créer avec moi? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça m'apporte de la valeur? Est-ce que ça me fait réfléchir? Est-ce que ça me fait prendre conscience de choses nouvelles? Et là, je me dis, waouh, je viens d'avoir des petites perles, ou des petites pépites, comme on dit beaucoup aussi, qui me font progresser vers mon objectif alors que je n'ai pas encore acheté la moindre chose. C'est-à-dire que si tu es dans ta conversation, si tu aides la personne à se rapprocher de son objectif sans lui avoir fait payer quoi que ce soit, tu crées en fait une confiance qui va s'ajouter en fait à la certitude que tu peux les aider. Et donc ça, c'est très très bon pour ton business puisque les gens en fait vont se dire c'était très bon, j'en veux plus. C'est comme si, tu sais, c'est vieux comme le commerce. Tu fais goûter un échantillon et si l'échantillon est bon, les gens achètent le produit derrière. Là, c'est la même chose. C'est comme si tu avais un restaurant, tu leur fais goûter l'entrée, tu leur dis, bah, tu sais, maintenant, le plat et le dessert, c'est du même niveau. Est-ce que ça t'intéresse? Viens voir les menus qu'on propose. Voilà. C'est comme ça que tu vas créer, en fait, cet attachement. Donc, dans un premier temps, il y a effectivement se faire remarquer. Dans le deuxième temps, il y a créer une conversation agréable, une expérience. Je vais éviter d'utiliser les termes trop techniques de ce métier. Et tu crées une expérience des gens avec ta marque, c'est-à-dire le temps qu'ils y passent, ça va être un temps où leur niveau de confiance va croître. Et ce qui est très très fort, c'est quand tu arrives à devenir à leurs yeux comme un ami, parce qu'on préfère acheter à un ami plutôt qu'à un étranger. Donc ça veut dire qu'ils ne vont pas acheter parce qu'ils sont convaincus. Ils vont acheter parce qu'ils ont confiance en toi et qu'ils ont envie de faire ce bout de chemin avec toi. Ok, merci pour ça, c'est très clair. Une fois que ces personnes ont cette impression en fait que vous êtes l'ami qui peut vous apporter beaucoup, qui cuisine super bien, qui cuisine une cuisine magnifique, cet ami qui vous fait goûter sa cuisine et que vous dites que le client se dit ça a l'air délicieux tout ça. Est-ce que là l'étape d'achat est accomplie ou est-ce qu'il y a encore des choses avant que la personne passe à l'action et se décide d'acheter cette cuisine succulente? Alors, j'adore ta question parce qu'elle me donne l'occasion d'aller sur un point auquel je n'aurais pas pensé spontanément. Donc, merci beaucoup, Olivier. Les gens, en fait, détestent être les premiers à acheter. On a toujours un petit peu peur, tu vois. C'est-à-dire que si un magasin ou si un restaurant, on va rester sur cette métaphore aujourd'hui vu que on est parti sur une métaphore alimentaire, on est des bons Français, les gens détestent les restaurants vides. C'est-à-dire que, tu vois, le resto a l'air beau, tu as lu la carte, elle est super, les prix ont l'air bien, tu as vu des photos des plats, tu dis, waouh, ça a l'air vachement bon. Mais s'il n'y a personne dans le resto, tu n'y vas pas. Pourquoi? Parce que nous sommes des animaux sociaux et nous avons confiance davantage dans le jugement de nos congénères que dans le nôtre.
Ça peut paraître assez bizarre, mais tu n'as qu'à regarder l'importance des avis sur Internet pour te prouver que les gens veulent qu'il y ait d'autres gens qui aient d'abord acheté pour ensuite suivre le mouvement. On a souvent peur d'être le premier parce qu'on ne veut pas essuyer les plâtres en fait. Ou on ne veut pas être victime, tu sais, de l'arnaque parce qu'on aurait doublement l'impression de s'être fait avoir. Un, on n'a pas vu le piège et deux, on est le seul couillon qui y a cru. C'est-à-dire que les autres, ils n'y sont pas allés, mais nous, oui. Donc tu vois, c'est un peu vexant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est très important d'avoir la fameuse preuve sociale. C'est-à-dire qu'avant d'acheter, on va se poser la question de est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont fait avant moi? Est-ce que ces gens ont vécu une expérience qui était bonne pour eux? Est-ce que ces gens me ressemblent? Là, je vais souligner ce point-là et le détailler un tout petit peu avec les témoignages clients. Et enfin, est-ce que, est-ce que ces gens-là répondent à mes objections? Parce que j'ai forcément des objections. Donc, je vais partir sur ces deux points. Est-ce que les clients actuels de cette marque, de ce produit, de cet entrepreneur, de ce coach me ressemblent ou pas? Moi, j'ai été à ça de signer en fait un accompagnement qui était vendu très très cher par un coach. Voilà, moi je me fais coacher, j'accompagne des gens, donc je me fais accompagner évidemment pour continuer à être encore meilleur pour eux et puis pour continuer moi-même à croître. J'étais à ça de signer et je suis allé voir en fait ces témoignages clients. Et quand j'ai vu les témoignages clients, je l'ai décroché mon téléphone, je l'ai appelé, je lui ai dit écoute, tu sais, je ne vais pas signer avec toi. C'est pas parce que je crois pas en ton produit, c'est pas parce que c'est trop cher, parce que je pense que ça le vaut tout ça. Mais il y a un truc qui me fait peur, c'est que je ne ressemble pas du tout à tes clients actuels. Donc je ne vois pas comment tu vas pouvoir me comprendre. Je dis c'est peut-être bête parce que je suis quand même un peu, tu vois, j'ai du recul par rapport à tout ça. J'ai quand même une capacité d'analyser, de prendre du recul, d'analyser, parce que c'est quand même mon métier tous ces trucs. Mais malgré ça, ça m'a empêché d'acheter. Donc, ce qui est terrible, c'est que ces témoignages, comme ils étaient mal choisis, m'ont empêché d'acheter. Tu te rends compte? Donc ça, pour ceux qui nous écoutent, c'est absolument terrible. C'est que vous dire que ce que vous faites aujourd'hui, peut-être plutôt que vous aider, en réalité vous handicape. Et ça, on a beaucoup de mal à le voir si ce n'est pas quelqu'un d'extérieur en fait, qui nous permet de nous en rendre compte. C'est pour ça qu'on a besoin de se faire coacher. C'est pour ça que je me fais coacher. J'imagine aussi que c'est pour ça que des gens viennent te voir, Olivier. C'est qu'on a tous besoin d'avoir quelqu'un qui nous montre là où il y a peut-être des questions qu'on n'a pas, nous, remarquées. Tu vois, là, dans notre discussion, tu me poses une question qui me permet d'aller sur un point essentiel que j'aurais oublié. Donc, c'est super important d'avoir ce dialogue, cet effet miroir. On ne peut pas résoudre nos problèmes tout seul. Les médecins ne se soignent pas tout seuls. Ils se font soigner par d'autres médecins. C'est comme ça. Et donc là, j'ai parlé des témoignages. Donc, vos témoignages, c'est du branding. Si les clients que vous montrez, si les problématiques que ces gens-là ont résolues ne ressemblent pas aux clients de vos rêves, alors enlevez ces témoignages le plus vite possible de votre marketing et de votre site web. Parce qu'ils vont empêcher les vrais clients que vous voulez de venir. Okay? Parce qu'ils ne se reconnaîtront pas en eux. Donc, ça veut dire qu'ils luttent contre votre marketing. Donc, ça, c'est le premier point. Et le second point que je voulais souligner, c'était par rapport à quoi? Donc, il y avait le témoignage. Et est-ce qu'Olivier, tu te souviens le deuxième point? Les témoignages au niveau du branding. Donc, avant d'acheter, les témoignages. Oui, la levée d'objection. Oui, les objections levées par les témoignages. Ouais. Voilà, donc ça c'est une bombe atomique que je vais te livrer, mais tu la connais peut-être, mais ceux qui nous écoutent peut-être moins. Une bombe atomique que je vais te livrer, pourquoi? Parce que quand on parle des témoignages, on est toujours sur une typologie de témoignage, le avant-après. Tu sais, avant j'avais pas ça, maintenant j'ai ça, et c'est génial. Donc ça c'est cool. Ou alors le pire des témoignages qu'on peut faire, c'est un troisième encore, mais alors celui-là, il faut le jeter à la poubelle tout de suite, c'est juste le témoignage qui dit « Ah, il est super, il est génial, je l'adore ». Ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Donc, ce témoignage-là, il faut le foutre à la poubelle tout de suite. Moi, j'en avais plein des comme ça au début. Je me dis, mais pourquoi les gens disent ça? C'est juste parce que je ne posais pas les bonnes questions. Tu vois, c'était moi le problème, ce n'était pas eux. Si tu ne leur poses pas les bonnes questions, tu n'auras pas le bon témoignage. Donc, ça, c'est le témoignage tout pourri. Le témoignage un peu mieux, qui marche bien déjà, c'est qu'est-ce que tu n'avais pas avant, qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Bah, avant, j'avais 10 kilos de trop. Maintenant, je suis fier de me montrer mes doigts. Ah, voilà, ça, c'est génial. Mais il y a un autre témoignage qui est encore plus puissant que ça, c'est la levée d'objection. C'est-à-dire, j'avais peur que la méthode qui m'est proposée par ce coach-là ne convienne pas à mon activité parce qu'il a surtout des clients dans une autre activité, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas un problème d'activité, c'est que les principes sont les mêmes quel que soit le business. Et ça a marché pour moi. Donc là, tu vois, ça n'est pas un avant-après, c'est un témoignage levé d'objection. Si tu as des témoignages de ces deux natures, avant-après et levé d'objection, puis il y aura encore une troisième forme qui est encore plus puissante. Et là, je ne sais pas combien de temps on va passer ensemble, donc je ne vais pas aller rentrer dans tous les détails. Mais tu vois déjà que là, ce témoignage-là va amener une puissance énorme parce que les gens qui regardent ton marketing ont des objections. Donc, si c'est tes propres clients qui les aident à lever leurs objections, t'imagines la puissance que ça a par rapport au fait que toi, tu les lèves.
Parce que toi, c'est normal, tu es dans une posture où tu essaies de leur expliquer que c'est bon pour eux. Donc, si tu lèves leurs objections, c'est bien. Mais imagine si ce sont tes clients qui le font à ta place. Alors, évidemment, on gagne encore en puissance. Et là, ils sont prêts à acheter. Et après, on peut parler de la phase achat, si tu veux. Yes, là, ils sont prêts, donc ils sont prêts à acheter, donc ils ont des témoignages absolument top qui soulèvent les bonnes objections. Donc des personnes par rapport à qui ils peuvent s'identifier, des personnes qui leur ressemblent. Donc là, ils sont chauds, ils sont chauds, ils sont chauds. Est-ce que ça suffit pour passer à l'acte d'achat, pour qu'ils puissent passer à la caisse, justement? Alors oui, mais là, j'ai un conseil qui me vient en t'écoutant. Moi, j'ai un client, un de mes clients en coaching. Moi, je ne suis pas coach, alors j'ai du mal à dire coaching, je n'ai pas de formation coach officiellement parlant, tu vois. Donc, je ne vais pas m'arroger ce titre. Mais quand j'accompagne un client qui m'a dit « Ouais, David, j'ai plein de témoignages, c'est super et tout ». J'ai regardé ces témoignages et là, c'est un conseil que je donne à ceux qui nous écoutent, qui est très contre-intuitif. Parce on se dit toujours « Il faut montrer plein de témoignages ». Ça montre qu'on a du succès. Je vais vous dire, si vous avez 99% de vos témoignages qui ne sont pas les bonnes personnes ou qui ne sont pas sur les bons angles d'attaque pour vous, gardez le 1% qui est le bon et vous virez tous les autres. Lui, on a relancé son business avec un seul témoignage. Il a fait 70 000 euros de chiffre d'affaires dès le premier mois avec un seul témoignage. Parce qu'il n'en avait qu'un qui était le bon. Je lui ai dit, les autres, tu les caches, tu les gardes pour toi, pour tes vieux jours, si tu veux, pour écrire tes mémoires, mais tu ne les montres plus. On va prendre juste celui qui est parfait et on va l'exploiter. Et ça ne l'a pas empêché de faire exploser son business. Donc, préférez toujours la qualité à la quantité. C'est une question de mindset. C'est vrai que quand on se lance, on est plutôt dans la quantité. On veut un maximum de clients, on veut un maximum de rendez-vous dans son agenda, on veut un maximum de témoignages. C'est très bien au début, mais si vous êtes dans une phase plutôt où ça a commencé à décoller, cherchez la qualité des témoignages et soyez prêts à diminuer la quantité. Voilà, ça c'était le conseil, on va dire, purement opérationnel. Après, pour la phase achat. Alors, ce qui est très important, ça c'est un de mes coachs qui me l'a dit une fois, je trouve ça génialissime, donc je me permets de le répéter. Il m'a dit, ton boulot, ce n'est pas de vendre, c'est de ne pas les empêcher d'acheter. Tout le monde aime acheter, on aime acheter. Mais souvent, quand le marketing ou la vente est mal fichu, alors il y a des doutes qui s'insinuent dans notre cerveau, ou alors il y a des mots qui nous bloquent, qui allument des alarmes en fait, dans notre cerveau inconscient, et c'est là qu'on se met à tanguer et éventuellement à ne plus acheter, à ne pas acheter. Alors quand il m'a dit ça, arrête de les empêcher d'acheter, évidemment, ça a été une espèce d'explosion nucléaire dans mon cerveau. On disait, mais quoi? Mais je ne les empêche pas d'acheter, je fais tout ce que je peux pour vendre. Il m'a dit, mais c'est exactement ce que je suis en train de dire. Tu vois? On va reprendre notre métaphore amoureuse. Imagine, tu rencontres quelqu'un qui te plaît, un homme ou une femme, et tu lui expliques par A plus B pourquoi il faut qu'il sorte avec toi. Est-ce que vraiment, on a une chance que ça marche? Tu es d'accord? Zéro. Ouais, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Qui aurait l'idée de draguer comme ça? C'est déséquilibré, quoi, en fait. Mais ça marche pas. Ça marche pas. C'est-à-dire que plus tu vends, plus tu mets la personne en fait en situation de se défendre, de repousser, parce que c'est trop intrusif. Alors que si tu montres à la personne qu'elle est libre, que son libre arbitre est respecté, que tu fais confiance à son intelligence, que tu n'essaies pas de la manipuler au mauvais sens du terme, mais que tu lui montres en fait tous les paramètres pour qu'elle prenne la bonne décision pour elle-même. Alors là, tu ne l'empêches plus d'acheter. Et surtout, un truc très, très important, là encore une petite bombinette pour ceux qui nous écoutent, quand vous sentez que c'est vendu, arrêtez de vendre. Parce que parfois, la vente, elle se fait en 5 minutes. Mais on se dit, ouais, mais il faut que j'explique plus, il faut que je développe plus, tu vois. Donc, on se dit, on a envie de bien faire le job parce qu'on a appris à l'école que la récitation, il fallait y aller jusqu'au bout, tu vois. Mais sauf que si tu sens que ton client, il a accroché et qu'il veut acheter, ok, permets-lui d'acheter maintenant. Pourquoi tu vas encore lui parler une demi-heure pour lui raconter un tas de trucs dont il se fout complètement? Il a déjà pris sa décision. Et ça, parfois, enfin, je ne sais pas, Olivier, si c'était déjà arrivé, mais moi, je le sens quand le client a acheté. Tu vois, le moment où il commence à parler au futur, il commence à dire nous, il commence à dire, tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Il a acheté. Arrête de vendre. C'est-à-dire, tu lâches ton script, tu oublies, tu arrêtes tout. Et tu lui dis, OK, quand est-ce que tu veux commencer? C'est la phrase magique. C'est la phrase magique. Alors, les mots interdits, je les rappelle. Vendre, acheter, payer. Voilà, tout ça, c'est des mots, c'est des gros mots, ça. Donc, faut les virer de là. Quand est-ce que tu as envie de commencer? C'est la paraphrase de est-ce que tu veux acheter?
Sauf que ce que tu veux acheter, c'est le meilleur moyen de l'empêcher d'acheter. Parce qu'on déteste acheter. Enfin, quand je dis on déteste sortir de l'argent. Mais quand est-ce que tu veux commencer? Quand est-ce que tu veux commencer à changer de vie? Qui a envie de dire non à ça? D'accord? Donc, Ouais, effectivement, ça, c'est l'utilisation démontrée puissante. ouais, c'est excellent. Et puis, c'est très pertinent parce que dans les faits, moi, j'aide beaucoup de personnes justement dans cette phase également de vente. Et j'écoute les appels parce que Mhm. je leur demande de les enregistrer pour que je puisse les aider en profondeur. Et effectivement, beaucoup de personnes se tirent une balle dans le pied après que la vente soit faite. C'est-à-dire qu'ils rajoutent des couches comme tu le décris exactement. C'est ça qui peut potentiellement tuer une vente en fait. Donc, Mais ça m'est arrivé des milliers de fois, hein. Si je dis ça, c'est surtout pas en professeur, mais c'est plutôt en mauvais élève. Je l'ai fait des dizaines de fois. Tu sais, moi, j'ai eu des agences de pub avec des collaborateurs que j'ai formés, des agences que j'ai montées, revendues, machin. Donc, je connais ça très, très bien. Et pendant des années, j'ai fait ce genre de bêtises. C'est-à-dire que parfois, je continue à vendre. Pourquoi? Parce que j'étais amoureux de mon produit. C'est un peu ça le problème. Il faut être amoureux de notre client et de son problème. Il ne faut pas être amoureux de notre produit. Quand on est amoureux de notre produit, une fois qu'il est vendu, on a tendance à continuer à en parler, donc à continuer à vendre. Et là, qu'est-ce qui se passe? On va dire un truc qui a l'air de rien, et d'un seul coup, le client, moi ça m'est arrivé, hein, donc là, c'est presque une anecdote que je te raconte. Le client qui a un mouvement de recul et qui dit: ah tiens, pourquoi vous parlez de ça? Et là, tu viens de mettre le doigt en survendant, alors que c'était déjà vendu, tu viens de mettre le doigt sur un truc qui l'inquiète. Et là, boum, il commence à réfléchir et il commence à se dire pourquoi il me parle de ça. Tu sais, c'est comme dans une discussion quand tu dis ne vous inquiétez pas ou pas de souci. Là, d'un seul coup, qu'est-ce qu'il entend, lui? Inquiétude, souci. Pourquoi je devrais m'inquiéter? C'est bizarre, je ne m'inquiétais pas du tout là, mais maintenant que vous le dites, est-ce qu'il y a une raison que je m'inquiète? Et boum, c'est foutu, quoi. Voilà, un mot de travers et c'est foutu. Donc, le champ lexical qu'on utilise est extrêmement important, aussi bien pour amener du positif que pour éviter de détruire nos propres efforts. Et tu l'as dit, se tirer une balle dans le genou, ça passe souvent par un mot, parfois par une attitude aussi, ou par une intonation de voix. Moi, je vois des gens qui font très bien la vente, tu vois, et au moment de parler du prix, on sent qu'ils se mettent à claquer des dents, tu vois, ou des genoux. Là, on sent qu'ils ont peur, en fait. Et on sent qu'ils n'assument pas leur prix ou qu'ils ne sont pas alignés avec ça. Et alors ça, c'est tellement fin dans la voix, tu vois, il y a quelque chose, je pense que c'est très animal, cette perception qu'on a, on se dit, tiens, c'est bizarre, quand il me dit son prix, on a l'impression qu'il a envie de se cacher sous le tapis, tu vois, tellement il n'ose pas en parler. Et ça, c'est terrible, parce qu'il n'y a pas mieux pour ruiner sa vente que ça. Enfin, je pense que tu confirmeras, toi qui connais cet exercice, ouais. il faut être aligné avec ses prix pour pouvoir les assumer. Et moi, j'aime bien même amener mes clients à avoir la sensation que c'est déloyal pour eux, que quelque part, c'est pas assez cher. C'est-à-dire que moi, moi, ce que je fais, c'est que je les aide à percevoir la valeur de ce qu'ils font. Parce qu'avant de montrer la valeur de ce que tu as à quelqu'un, il faut que toi, tu en aies une perception déjà énorme. Tu vois, si tu ne vois pas la valeur de ce que tu as, comment tu veux la communiquer? C'est impossible. Parce que souvent, ils me disent, alors je vends ça à ce prix-là, puis je sens qu'ils ne sont pas les avec leur prix. Et moi, je me dis, mais attends, mais par rapport à la valeur de l'offre, je trouve que le produit, il est pas cher, quoi. Et donc, je prends tu vois, le rôle inverse et je leur montre la valeur. Dis donc, ça. Et quand on arrive au prix, ils me disent, ah la vache, mais en fait, c'est pas cher mon truc. Et alors que le prix n'a pas bougé, tu vois. Mais je leur représente à eux la valeur de ce qu'ils font. Et d'un seul coup, ils se disent, mince, je ne suis pas assez cher. Et je dis, OK, ça veut dire que c'est le bon prix. Si tu as l'impression que tu n'es pas assez cher, quel que soit ton prix, hein, si tu as l'impression que tu n'es pas assez cher, ça veut dire que l'autre en face, il va sentir que c'est un bon deal. Donc la vente sera facile. Et tu n'as pas bougé ton prix. Et tu peux même le monter un peu en vrai. Même beaucoup parfois. Mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails de ça, mais ça pourrait être l'objet d'une autre discussion. Mais avec plaisir, si un jour tu veux en parler. Yes, c'est vrai qu'il y a une psychologie, il y a énormément de micro-réglages à effectuer, il y a tout un côté énergétique également par rapport à ce qu'on voit et ça demande beaucoup d'analyse, beaucoup d'expertise et comme tu le disais tout à l'heure, beaucoup de regard extérieur. Alors, ce n'est pas forcément très compliqué parce qu'il ne faut pas qu'on donne la sensation que c'est quelque chose de complexe. Ce n'est pas complexe. Les principes, on les connaît si tu veux. Il faut juste connaître la recette et savoir s'en servir. C'est pas compliqué. En revanche, c'est contre-intuitif souvent. Donc, c'est ça la difficulté. Mais ce n'est pas très compliqué. Une fois que tu as compris le truc, je sais pas toi, moi, je sais comment tu as réagi le jour où tu as découvert ces choses-là, mais moi, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais comment j'ai fait pour faire autrement pendant des années? J'ai tout fait de travers et je ne m'en rendais pas compte. Ouais. C'est pas si difficile, c'est pas plus compliqué qu'avant, c'est juste différent d'avant. Et maintenant, ça marche. Ça, Ouais, absolument. Puis il y a une notion de plaisir aussi, ah oui. je pense, qui est importante à avoir
en faisant ce genre de choses. Parce que si c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans tes valeurs, si c'est quelque chose par rapport à laquelle tu n'es pas du tout aligné, c'est vraiment compliqué. Ouais. Et tu as dû utiliser le mot plaisir. Moi, je vais ajouter le mot jeu, Ouais, J-E-U. C'est-à-dire ouais, que quand ça devient ouais. un jeu au sens de chouette, on va s'amuser. Tu vois, dans la relation avec le client, c'est-à-dire que ce soit la première fois qu'on le rencontre ou même quand on l'accompagne. Donc, on n'est pas dans de la lutte, parce que souvent, on voit notre client comme un ennemi. C'est assez bizarre d'ailleurs, parce que moi, j'avais dans mes agences ou quoi, j'avais des collaborateurs, et même moi, d'ailleurs, je l'ai fait pendant des années. J'avais l'impression que quand je partais vendre, je partais au combat. Le combat, ça suppose qu'il va y avoir un mort, en fait. Donc, nous ou le client, tu vois, c'est terrible, en fait. Quand j'y repense, je me dis, mais pendant des années, mon agence, même ma dernière, s'appelait Samouraï. Donc, tu vois, c'était vraiment un truc guerrier, tu vois. Mais attends, on n'est pas là pour faire la guerre. On est là, bah, j'ai envie de dire, c'est de l'amour et pas de la guerre. C'était, tu vois, mais j'aurais dû y penser avant. Mais bon, pendant 20 ans, j'étais du mauvais côté de la force. Mais quand j'ai compris ça, ce truc, ça a tout changé parce qu'effectivement, quand tu te dis que je vende ou que je ne vende pas, ce qui est important, c'est qu'on s'amuse. Quand je dis qu'on s'amuse, c'est que est-ce que j'ai joué mon meilleur jeu? Est-ce que ce que j'ai fait était bien? Est-ce que j'étais au mieux de mes capacités? Est-ce que j'ai appris des choses sur mon client idéal? Moi, j'ai un de mes clients qui m'a offert ça, donc je te l'offre et je l'offre à ceux qui nous écoutent avec plaisir. Il m'a dit, j'ai un mindset, donc un réglage mental, qui me permet de ne jamais perdre quand je vais vendre. Il me dit, même quand je ne vends pas, je gagne quelque chose. Je dis, waouh, bah, partage ça avec nous, c'est génial. Tu vois, j'avais la gourmandise qui était à 100%, quoi. Il m'a dit, je me dis que je vais apprendre quelque chose de plus sur mon client idéal. Je trouvais ça génial. C'est-à-dire que même s'il ne vend pas, il va pouvoir analyser ça et ça va lui apprendre plusieurs choses qui vont faire qu'il sera meilleur la fois d'après. Et je trouve ça absolument génial, c'est de se dire, il n'y a pas d'enjeu sur la vente. L'enjeu, il est sur la performance et pas sur le succès. Est-ce que j'ai bien fait mon boulot? Oui, alors je suis content, même si je n'ai pas vendu. Donc, t'imagines, ça fait du bien. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on arrête de communiquer, de faire du marketing ou de vendre? C'est qu'on prend l'échec en fait comme un jugement de ce qu'on fait. On se dit, on a mal travaillé. Et ça on n'aime pas ça. Donc, cette sensation, on n'a pas envie de la reproduire. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va procrastiner. Alors que si on prend du plaisir à chaque fois, même quand on ne gagne pas, parce qu'on est dans le jeu, tu vois, les enfants qui gagnent ou qui perdent, ils continuent à jouer. Mm. Alors que Ouais. quand on est adulte, on déteste perdre, tu vois. Ouais, moi, c'est une phrase que j'adore, c'est être dans le jeu pour se libérer de l'enjeu. Ah, bah, elle est bien celle-là. Bah, écoute, merci. Ouais. Je prends ça, c'est un beau cadeau. Être dans le jeu pour éviter pour, comment tu as dit? Être dans le Être jeu dans le jeu pour pour libérer. se libérer de l'enjeu. En Génial. fait. Moi, je pense que dans le marketing, dans la com, dans la vente, c'est comme la drague, encore une fois, c'est que quand tu es détaché, ça marche mieux. Tu sais, on dit toujours que quand tu es en couple, tu attires plus. Ben, c'est vrai. Pourquoi? Parce que tu es détaché, en fait. Tu t'en fous de vendre. Tu n'as pas Mm. besoin. Tu vois ce que Mm, je veux dire? mm, Il n'y a mm. rien de pire, tu sais, qu'un célibataire où il y a marqué ici j'ai faim. Ben Avec là, c'est la même chose. avec le fameux panneau 4 mètres sur 3 qui clignote. Je Voilà. suis célibataire. C'est terrible, ça, C'est là, mesdames, vous avez toute envie de, de fuir. de... Eh ben, en fait, quand on est comme ça, dans notre business, on fait fuir aussi nos clients parce Ouais, qu'on produit le même effet. ouais, Personne n'a envie d'aider quelqu'un dans le besoin. C'est affreux ce que je dis, mais c'est la vérité. On préfère embaucher quelqu'un qui a déjà un boulot plutôt qu'un chômeur. C'est affreux, mais malheureusement, moi j'ai été recruteur aussi dans mes agences. C'est comme ça. On est plus désirable quand on a du succès. Je pense que c'est un truc humain aussi. On pense que le succès est contagieux, donc on a envie d'être avec des gens qui ont du succès. On a envie d'être avec des gens qui vont bien. On a envie d'être avec des gens qui sont positifs parce que ça nous fait du bien. absolument. Mais du coup, on a fait toute la suite logique pour que Pour les arriver jusqu'à la clients vente. tombent amoureux et qui consomment le produit. Est-ce que tu vois une dernière chose qui permettrait de muscler tout ça, de Ouais, faire en sorte que ça devienne quelque chose d'ancré, que ça devienne une sorte d'autoroute neuronale, si je puis dire, dans l'esprit exactement. des Ben, personnes. je pense que le début de tout ça, en fait, se trouve à la racine. Pour réussir tout ça, il faut remonter à la racine de tout ça. Et pour moi, la racine de tout ça, c'est la personne elle-même. C'est le coach, c'est l'expert, c'est le formateur, c'est le consultant. Enfin, c'est la personne elle-même, c'est-à-dire le qui. Tu sais, on parle souvent du quoi, du pourquoi. Simon Sinek a popularisé le pourquoi. Donc, pardon, on parle du quoi et du comment. Simon Sinek a beaucoup popularisé le pourquoi, qui est devenu une espèce de graal pour plein de gens. Et moi, j'aime beaucoup travailler sur un point qui me paraît essentiel, qui est encore en amont de ça, qui est le qui. C'est-à-dire, qui es-tu vraiment? Pour qui est-ce que tu es magique?
quels sont les trésors d'expertise et d'expérience que tu as entre les mains et qui pourraient devenir la meilleure nouvelle pour quelqu'un qui te découvre, qui se dit j'ai enfin trouvé la personne qu'il me faut, j'ai enfin trouvé la méthode qu'il me faut, j'ai enfin trouvé l'accompagnement qu'il me faut. Donc, quand tu sais profondément qui tu es, c'est-à-dire d'où tu viens, quelles sont tes valeurs, quelle est la vision que tu as envie de proposer, et quel est quels sont tes tours de passe-passe, ta sauce secrète, enfin, on peut appeler ça de plein de manières différentes. Moi, j'appelle ça l'ADN, c'est-à-dire authentique différence naturelle. Qu'est-ce qui fait que de façon totalement alignée avec qui tu es vraiment, tu es unique? Eh bien, c'est ce qui fait que tu vas créer un leadership qui fait que les gens vont s'engager dans tout le reste de façon complètement naturelle. Parce que tout ce qu'on a raconté là depuis le début, Olivier, il ne faut surtout pas que ce soit une construction mentale. Il ne faut pas que ce soit purement de la stratégie froide. Il faut que ce soit incarné. C'est-à-dire qu'on n'est pas, nous, dans des gros business, tu vois. Notre marque, c'est nous, quelque part. Donc, ça veut dire que tout ça doit être 100% dans l'authenticité. Et 100% aligné avec ce qu'on est vraiment. Donc, c'est-à-dire que le premier boulot, c'est de savoir exactement, en fait, donc, qui on est, pourquoi on est fait et pour qui on est fait. Parce que si on veut attirer le partenaire idéal, qui est notre client, il faut qu'on soit son partenaire idéal à lui. Donc, c'est d'abord un travail sur nous, parce que ce travail sur nous va tout de suite rayonner naturellement. En fait, le secret pour faire tomber les gens amoureux de ce que tu fais, Olivier, je vais te le donner, c'est qu'il faut que tu sois d'abord amoureux, toi, de toi-même et de ce que tu fais. Parce que quand tu es amoureux de toi et de ce que tu fais, eh bien, tu n'as aucun effort à faire, tu es naturellement solaire, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Regarde, quand tu… Voilà, c'est ça. Mais bon, mais il y a de la méthode. Hein. Ce n'est pas un truc bizarre, une formule magique ou un filtre d'amour à prendre. Non, non, pas du tout. C'est des méthodes et des exercices à faire. Ouais. Mais regarde quand tu tombes amoureux d'un bouquin ou d'un film. Est-ce que tu en parles avec passion? Est-ce que tu es vibrant quand tu en parles? Ouais, j'ai adoré ce film, c'était génial, j'ai ressenti ça, j'ai pleuré ici, j'ai ri là. Quand je suis sorti, j'ai eu envie d'embrasser tout le monde. Je trouvais que la vie était belle. Ce film, en fait, il m'a fait prendre conscience que je pouvais aimer ma vie et que, tu vois, quand tu parles comme ça, mais tous les gens qui entendent ça, ils vont courir pour aller voir le film. Alors que tu n'as pas parlé du scénario, tu vois, tu n'as pas parlé des comédiens, tu as parlé de ce que tu as ressenti. Donc, quand tu tombes amoureux de quelque chose, tu deviens naturellement le meilleur vendeur de ce truc-là et sans jamais avoir à le vendre. Donc, le secret pour que les gens tombent amoureux de ce que tu fais, c'est qu'il faut que toi, tu sois amoureux de qui tu es et de ce que tu fais. Ensuite, ça se fait tout seul. Le reste, c'est que de la technique. Yes. Merci pour cette belle pépite, enfin pour ces pépites, et notamment la dernière qui est magnifique également. Pour tous ces conseils qui, j'en suis convaincu, vont aider énormément de personnes à mettre en place quelque chose de concret. David, où est-ce qu'on peut te retrouver? Écoute, essentiellement via mon site web, davidbrace.fr. Donc, je pense que peut-être tu mettras des liens. Ouais, je mettrai le lien après, dans c'est vrai que je ne publie pas vraiment sur YouTube. Je suis pas très… je travaille beaucoup, moi, en relationnel et en live, tu vois, en recommandation. Donc, je ne suis pas encore très, très visible partout. Mais voilà, en passant par mon site, on peut avoir accès notamment à quelque chose qui peut intéresser les gens qui nous écoutent. J'offre des études de cas sur des transformations, justement, de business sur lesquelles j'ai fait du branding. Et ça permet de voir de façon très concrète comment ça se passe et pour le coup d'avoir de l'avant-après. Enfin, voilà. Donc, j'envoie du contenu. J'ai également un petit groupe WhatsApp, mais bon, tout ça, on peut le retrouver sur le site. Donc, sans aucun problème. Ok, super. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces pépites. C'est honnêtement, du fond du cœur, c'est une des meilleures interviews que j'ai pu faire et c'est celle qui apporte j'ai essayé. Vraiment de la grosse valeur. Donc, allez voir ce que fait David, c'est vraiment top. Et si tu as des questions, tu peux les poser en commentaire de cette vidéo, tu peux la liker évidemment parce que ça le mérite, je pense, je suis convaincu. Et puis, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tu t'abonnes à cette chaîne, bien sûr. Et puis, je te dis à bientôt. Ciao, À ciao. bientôt. Merci David. Salut. Merci.